Le dossier de l'assassinat des experts de l'ONU en RDC refait surface. L'ambassadrice américaine Nikki Haley a dévoilé avoir remis une liste au président Kabila censée lui permettre de faire toute la lumière dans ce dossier. Au Nigeria, un des djihadistes du groupe Boko Haram a été condamné à 15 ans de prison ferme pour sa participation au kidnapping des 200 lycéennes de Chibok. Persistance dans la sécheresse en Afrique du Sud, les autorités ont proclamé mardi l'état de catastrophe naturelle dans tout le pays. Le phénomène qui dure depuis des mois frappe surtout la ville du Cap, menacée de rupture d'eau. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Nous sommes le 14 février. Bonne fête de l'amour à ceux qui y croient. Au Mali, ils étaient des dizaines de jeunes à prendre d'assaut la bourse du travail de Bamako. Objectif, exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali qui sont victimes d'attaques récurrentes des terroristes dans le nord et le centre du pays. Ce meeting, organisé par la plateforme Debout sur le rempart, a pointé du doigt le gouvernement et la MINUSMA. Reportage. C'est pour soutenir les forces armées maliennes qui traversent l'un des moments les plus meurtriers de leur existence que des dizaines de jeunes Maliens sont sortis à l'appel du mouvement Debout sur les remparts pour apporter leur soutien à ces forces de défense et de sécurité qui payent au prix de leur vie pour la défense de l'intégrité territoriale. Ces 2 dernières semaines, on a des dizaines de morts au sein de notre armée. Nous pensons que l'armée malienne a vraiment besoin aujourd'hui d'être soutenue. On a la présence de 12 000 soldats de la MINUSMA ici. Ils sont armés jusqu'aux dents. Si on voit tous ces blindés qui circulent dans Bamako et voir que nos soldats sont attaqués de 5 h du matin à 11 h, qu'il n'y ait pas de renfort, je dis qu'il y a anguille sous roche. Les responsables du mouvement Debout sur les remparts estiment que les femmes tombent fréquemment au front par manque d'équipement adéquat. C'est pourquoi le porte-parole du mouvement, Ibrahim Kébé, invite le gouvernement à agir pour combler ce déficit. Invitons le gouvernement du Mali à mettre tout en œuvre afin de rehausser l'image de notre armée entachée dans l'exercice de sa noble mission par la formation, l'équipement et un rayonnement moral des troupes. En janvier 2018, on a assisté à une recrudescence des attaques terroristes au Mali. À Ménaka, le dimanche 28 janvier, 24 militaires maliens sont morts dans l'attaque du camp de la garde nationale. Un jour avant, le samedi 27 tôt le matin, les terroristes ont lancé une offensive contre le camp de l'armée malienne à Soupi dans le cercle de Nianfouké. 14 militaires maliens auraient été tués. Cette attaque est survenue 72 heures après l'explosion d'un véhicule transportant des forêts en provenance du Burkina Faso à Boni, cercle de Douenza, et 2 attaques simultanées contre l'armée malienne à Youarou dans la région de Mopti et à Goumakoura dans la région de Ségou. Après ces attaques qui ont fait une 50aine de morts, le gouvernement malien avait décrété un deuil national de 3 jours. On reste dans la région lors du 4e sommet du G5 Sahel le 6 février dernier. Le Nigérien Nadim El Hadj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel, suite d'un cas de nombreuses critiques venant de l'international, a été remplacé à mi-mandat par son compatriote Maman Sidikou. Respecté au sein de cette structure, il était notamment depuis des mois la cible des critiques des grands bailleurs de fonds. L'Union européenne en tête qui lui reproche son manque d'entre gens, la fréquence de ses voyages et un fort intérêt pour les questions de développement au détriment donc de celles portant sur la défense et la sécurité. Son remplaçant, ancien patron de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, a également été ministre des Affaires étrangères et a dirigé également la mission de l'Union africaine en Somalie de 2014 à 2015. La question de l'assassinat des experts de l'ONU s'est invitée au Conseil de sécurité lundi avec une interpellation sans précédent des États-Unis envers le gouvernement de la République démocratique du Congo. L'ambassadrice américaine Nikki Haley a dévoilé avoir remis une liste au président Joseph Kabila censée lui permettre de faire toute la lumière dans ce dossier. Plus de précisions à travers cet élément.
C'est sans doute l'intervention du chef de la diplomatie congolaise qui a conduit l'ambassadrice américaine à dévoiler cette information, jusque-là confidentielle. Léonard Shea Okintundu avait à nouveau pointé du doigt quelques minutes plus tôt la responsabilité de Kamwina Nsapu dans ce double meurtre et pris l'enquête sur ce dossier comme exemple de l'engagement des autorités congolaises à lutter contre l'impunité. En ce qui concerne le meurtre, a affirmé Nikki Haley, demander au président Kabila ce qu'il a fait de ma liste. Je lui ai donné une liste et il n'a pris aucune mesure. Cette liste est ce que nous considérons comme devant faire l'objet d'une enquête. Et c'est une liste très sérieuse en référence à la mort de ces deux personnes. Selon un porte-parole de la représentation américaine à l'ONU, il s'agit d'une liste vérifiée d'individus impliqués dans le meurtre de l'Américain Michael Sharp et de la Suédoise Zaida Catalan. Nikki Haley l'aurait remis en main propre et à sa demande au président Kabila lors de sa visite d'octobre dernier. Mais à ce jour, aucune action sérieuse n'a été prise ni par le président Kabila ni par le gouvernement de la RD Congo pour enquêter et arrêter les personnes impliquées, confie encore ce porte-parole. Pour la Suède, également concernée par ce double meurtre, l'important c'est de s'assurer que le procureur Robert Petit et les experts nommés par le secrétaire général de l'ONU pour suivre l'enquête congolaise puissent être autorisés à travailler et à rendre compte de manière indépendante. Visite au Sénégal du ministre espagnol de l'Intérieur avec son homologue. Ils ont prévu discuter de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration illégale. Il sera aussi question de récents événements en Casamance où des touristes espagnols ont affirmé avoir été attaqués et violés. C'est la deuxième escale de Juan Ignacio Zoido après sa visite en Mauritanie. De brûlants sujets sont à l'ordre du jour. L'un d'eux se veut être l'attaque et le viol présumé de plusieurs touristes espagnols dans le sud du Sénégal. C'était lors d'un braquage fin janvier. L'Espagne et le Sénégal attendent la fin de l'enquête pour s'exprimer sur cette agression. En effet, la gendarmerie sénégalaise avait fait part de ce que 4 ressortissants espagnols, dont 3 femmes, avaient déclaré avoir été agressés le 25 janvier. Des éléments armés les auraient attaqués alors qu'ils circulaient à bord d'une voiture dans cette région touristique. Les plaignants comptaient avoir été dépourvus de près de 5 000 € et que les 3 femmes avaient été emmenées dans la forêt pour y être violées avant d'être relâchées. 3 jours après les faits, le ministre sénégalais de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, avait émis des doutes sur la nature des agressions. En effet, il avait affirmé que seule une des touristes avait accepté d'être soumise à un examen médical et que celui-ci n'avait pas révélé de traces de viol. Le ministre avait dit soupçonner des ennemis de la paix. L'organisation Human Rights Watch a présenté ce lundi à Nouakchott son rapport sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Dans ce document, l'organisation pointe du doigt les difficultés des militants qui traitent des questions sociales sensibles telles que l'esclavage, la discrimination entre communautés ou le passif humanitaire. Reportage. Dans ce rapport de 79 pages intitulé « Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges, répression à l'encontre de défenseurs des droits humains en Mauritanie », l'organisation pointe les difficultés des militants qui traitent des questions sociales sensibles. Pour Eric Goldstein, directeur adjoint Moyen-Orient, Afrique du Nord de l'organisation Human Rights Watch, ce sont des organisations qui n'arrivent pas à avoir leur statut légal généralement et qui, de ce fait, sont dans une zone grise. Ils risquent d'être poursuivis pour maintien d'une association non légalisée, non reconnus. Ils ne peuvent pas louer des salles, ils ne peuvent pas recevoir des soutiens des bailleurs de fonds internationaux. Lorsque ces militants sont arrêtés et jugés, les procès sont souvent entachés d'irrégularités. Ils sont aussi à risque pour des procès inéquitables de ses membres. La situation s'est détériorée ces derniers temps, constatent sur le terrain les militants. Il y a une crispation alors qu'on ne sait pas si le président Abdelaziz va essayer de modifier la constitution pour briguer un 3e mandat. C'est une impression partagée par beaucoup
beaucoup de militants sur le terrain, preuve de la sensibilité du sujet. La conférence de presse, au cours de laquelle a été présenté le rapport de Human Rights Watch, a été perturbée suite à des altercations violentes entre sympathisants du pouvoir et militants présents dans la salle. La série de questions-réponses qui suivait la présentation a dû être interrompue prématurément. Human Rights Watch tient cependant à souligner qu'elle a pu travailler en toute liberté au cours de ses missions préparatoires en Mauritanie. On se rappelle encore, comme si c'était hier, l'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes lycéennes à Chibok. Un des djihadistes du groupe nigérian Boko Haram a été condamné à 15 ans de prison pour sa participation à ce kidnapping. Reportage. La nouvelle a été donnée mardi par le ministère de la Justice. Le procès a eu lieu dans un tribunal ad hoc dont les audiences se sont ouvertes lundi à Kenji pour juger des insurgés. Premier verdict, un membre de Boko Haram qui a fait partie des ravisseurs qui ont kidnappé les filles de Chibok a été condamné à 15 années de prison. Son nom, Haruna Yahaya, 35 ans. L'homme avec un bras paralysé et une jambe déformée a plaidé coupable et demandé la clémence des jurés pour avoir été forcé à intégrer le groupe armé et à porter un fusil d'assaut AK-47. Le tribunal de Kenji reconnaît qu'il ait pu être forcé à rejoindre le groupe islamiste, mais a jugé qu'il avait l'option de ne pas prendre part aux activités de Boko Haram. Lundi, ils étaient 19 autres membres de Boko Haram à comparaître. Ils ont été condamnés à des peines allant de 3 à 5 ans de prison. Qu'ils vous souviennent, en octobre, 1669 personnes avaient été présentées devant une cour de justice dans une première série d'audiences. Des jours plus tard, la libération de 468 suspects avait été annoncée. Un total de 45 avaient été condamnés à des peines allant de 2 à 15 ans de prison et 28 cas avaient été renvoyés vers d'autres juridictions. 82 d'entre eux avaient plaidé coupables en échange d'un assouplissement de peine. Au Tchad et au Cameroun, les combattants de Boko Haram sont jugés à huis clos par des tribunaux militaires. Le Niger veut de son côté miser sur ses programmes de déradicalisation et de réintégration à la société civile. Je vous le disais en titre, persistante de la sécheresse en Afrique du Sud, les autorités ont proclamé mardi l'état de catastrophe naturelle dans tout le pays. Le phénomène qui dure depuis des mois frappe surtout la ville du Cap, menacée d'une rupture d'approvisionnement en eau potable. La décision de déclarer l'état de catastrophe naturelle dans toute l'Afrique du Sud a été publiée dans le journal officiel. Elle n'a pas été prise sur un coup de tête. Au contraire, cela a été après réévaluation de l'ampleur et de la gravité de la sécheresse actuelle. La gestion de la crise est désormais confiée au gouvernement. Selon le texte de l'arrêté, toutes les institutions de l'État sont mandatées pour mettre en œuvre les plans d'urgence, l'aide immédiate et les mesures de construction nécessaires sous l'autorité du gouvernement. Au Cap, c'est la pire sécheresse depuis un siècle. Les réserves d'eau y sont au plus bas, au point que ces robinets pourraient être secs. Le jour zéro a été reporté cette semaine au 11 juin, mais ceci n'annule pas le risque. Pour retarder le plus possible l'échéance, les 4 millions d'habitants du Cap ne doivent utiliser que 50 litres d'eau par personne et par jour, l'équivalent d'une douche quotidienne de 3 minutes. Les contrevenants à cette mesure courent le risque d'amende. Au cas où toutes ces dispositions échoueraient, les captonniers devront se ravitailler à 200 points de collecte d'eau où ils recevront un maximum de 25 litres par jour et par personne. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se pose sur Sika et ses différents sites. Très bonne journée à vous.